On va pouvoir commencer. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Je vais me présenter avant de vous présenter les stars de ce soir, les orateurs de ce soir. Donc moi je suis Guillaume Millet, je suis physiologiste de l'exercice du sport à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et je suis aussi le responsable de cette chaire universitaire, la chaire Actif pour activité physique, fatigue, santé. Donc comme son nom l'indique, s'intéresse aux problématiques de sport santé, en lien particulièrement avec la fatigue, mais pas seulement. Et donc, je vais vous dire quand même deux mots de la chaire avant de vous parler de la conférence de ce soir, qui est la conférence, vous le savez, activité physique et cancer. Donc, c'est la première fois qu'on organise une conférence complètement en ligne, donc vous voudrez bien nous excuser. Alors, on a bien l'habitude maintenant, évidemment, de faire comme tout le monde, hein, de faire des réunions, mais avec autant de participants et plusieurs co-animateurs, c'est la première fois. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. On va voir. Donc, cette chaire active, si j'arrive à passer mes diapositives, voilà, cette chaire active, qu'est-ce que c'est qu'une chaire universitaire? Bon, ça peut être plusieurs choses, mais en l'occurrence, son rôle essentiel pour nous, c'est de faire l'interface entre la recherche universitaire, le milieu universitaire et le monde socio-économique au sens large, c'est-à-dire bien sûr le grand public. Et c'est le cas ce soir, puisque bien sûr il s'agit d'une conférence grand public où les termes scientifiques seront, s'ils sont utilisés, seront explicités. C'est vraiment une conférence accessible à tout le monde, mais avec un discours qui est quand même basé sur des données scientifiques. Donc, le rôle de cette chaire, c'est réellement de favoriser la transmission des connaissances entre les laboratoires et le grand public, et donc de promouvoir la recherche. La chaire active donc de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne comprend une trentaine de personnes, 12 chercheurs un peu plus seniors, que ce soit des médecins, des professeurs d'université, maîtres de conférences, et puis une quinzaine de chercheurs juniors, on entend par là des doctorants ou des post-doctorants, et une responsable communication et événementielle. C'est une chaire donc qui s'appuie sur plusieurs partenaires, que ce soit des cliniques ou le CHU de Saint-Étienne, et puis des laboratoires universitaires, comme le laboratoire LIBM ou le laboratoire SNA EPIS, qui sont deux laboratoires de BGM. Donc, nous sommes situés sur le campus Santé Innovation, sur le site de l'hôpital Nord à Saint-Étienne, et plus particulièrement dans ce bâtiment qu'on appelle l'IRMIS, l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport, qui est un bâtiment de 2000 m² entièrement dédié à la recherche et à la médecine en lien avec l'activité physique et l'exercice. Donc, les actions de la chaire, c'est essentiellement de la communication. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet actif.org, et actif avec un S, bien sûr. Nous sommes présents, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et puis, surtout, nous organisons des événements. Donc, avant ce soir, nous avions déjà organisé cinq conférences. Mais à l'époque, c'était avant le Covid, c'était des conférences qui se déroulaient en présentiel. Donc, la première conférence était sur l'activité physique des seniors. Ensuite, on alternait entre des conférences sport santé et des conférences plutôt sur la performance, par exemple sur le cyclisme et le trail running, une conférence sur l'enfant et le sport. On a fait une conférence en lien avec les blessures et puis une autre enfin sur la préparation physique en football et dans les sports collectifs. Donc, vous pourrez retrouver d'ailleurs ces conférences sur notre chaîne YouTube. Et puis, on organise des conférences aussi un petit peu plus scientifiques, comme en lien également avec le cancer. Nous avions organisé les deuxièmes journées nationales sur la fatigue liée au cancer. Donc voilà, je ne peux pas être beaucoup plus bavard parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter, vous êtes là pour écouter nos deux orateurs. Donc, je vais vous les présenter très brièvement et ils vont se présenter, je l'espère, un petit peu plus longuement. Donc, on commencera par une présentation de Aude-Marie Foucault, qui est maître de conférence en STAPS. Donc, les STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives, à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui est chercheur au laboratoire éducation et pratique de santé. Et donc, elle nous dira un peu ce qu'elle fait, ses centres d'intérêt en lien avec les activités physiques adaptées. Et ensuite, après cette présentation, nous aurons plus un retour d'expérience qu'une réelle conférence par le docteur Jean-Michel Guy, qui est cardiologue, et il nous expliquera comment un cardiologue qui est féru de sport d'endurance et d'ultra-endurance en est venu à monter un programme d'activité physique en lien avec le cancer. Et puis, nous aurons également le témoignage de deux patientes, Nicole et Eliane, après l'intervention de Jean-Michel.
Voilà, sans plus tarder, je vais essayer de passer la parole tout de suite à Aude-Marie et on va essayer de charger sa présentation. Je crois que mon micro est ouvert. Donc, Oui, bonjour ton à micro est tous. ouvert. Donc déjà, on t'entend, tu peux meubler pendant que… Assez. euh, Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume, pour cette invitation à cette webconférence. C'est une première pour moi également. Donc, même si on donne maintenant cours à l'université via les réseaux, euh, en mode conférence, c'est encore autre chose. Donc là, on est en train d'essayer d'installer tu dois avoir accès normalement. Tu dois pouvoir la présentation. charger. Alors, je regarde. Ça devrait fonctionner. Hop. Voilà, super. Alors, vous allez voir des belles montagnes en attendant, le Yosemite. Et donc, hop, voilà. Est-ce que Guillaume, tu peux me confirmer que vous voyez bien les diapos? Pas encore. Pas encore? Alors, hop, donc je vais faire autrement. Ça doit être... On va faire ça autrement. Hop, Ah, alors, désolée, hein, c'est un peu... Voilà, est-ce que là, vous voyez mon écran? ça vient, je crois. C'est peut-être... Donc, je continue à me présenter hein, pendant que j'essaye de vous partager mon écran. Donc, voilà, donc je suis enseignante-chercheuse en STAPS, comme l'a dit Guillaume. Est-ce que là, vous voyez mon écran? C'est toujours en train de charger, donc je pense que ça va arriver. Au D'accord. pire, sinon je passerai tes diapositives, comme on a dit. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a l'air de venir, c'est juste un peu long. D'accord. Alors, donc, moi, je travaille depuis une dizaine d'années maintenant sur l'activité physique et cancer. Et donc, j'évolue dans ce domaine-là depuis ma thèse. C'est bon. Pour C'est l'instant, bon? on a les diapos, donc tu n'as plus qu'à mettre en page Ouais, diapositive. Et moi, je vais couper mon micro. On vous remercie encore tous les deux pour être, enfin tous les quatre, pour être de votre présence. merci beaucoup. Donc voilà, j'évolue depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'activité physique et cancer. Donc j'ai effectué ma thèse au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, qui est un centre qui prend en charge les patients atteints de cancer du diagnostic jusqu'à tout leur parcours de soins, jusqu'à même la fin de vie. Et je travaillais dans l'unité cancer et environnement, donc lors de cette thèse. Par ce biais, j'ai pu mettre en place des programmes d'activité physique adaptés pour des patients atteints de cancer. Donc, on était dans les premiers centres à mettre en place des programmes pendant les traitements du cancer et à essayer de chercher ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et si c'était notamment faisable aussi pour les établissements. Donc, moi, j'ai une démarche plutôt en termes de santé publique. Ce qui va me différencier un peu des travaux, par exemple, de Guillaume Munier, qui est plus sur la physiologie. Moi, je touche un petit peu à un peu de la physiologie, un peu de la psychologie, un peu de la sociologie, mais surtout de la santé publique. Donc, j'ai un intérêt particulier à mettre en œuvre l'activité physique auprès des patients et à trouver les moyens de le mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, on va parler tout ce qui est l'effet de l'activité physique en cancérologie, mais aussi les enjeux et les stratégies pour l'avenir pour développer encore plus ces pratiques d'activité physique pendant et au décours du parcours de soins du cancer. Je suis également investie dans plusieurs sociétés savantes et sociétés professionnelles pour justement essayer de renforcer encore plus la place de l'activité physique adaptée dans le parcours de soins des patients. Alors, en ce qui concerne l'activité physique et cancer, on n'a vraiment plus besoin de prouver les bénéfices de cette action parce que vous allez le voir sur ce graphique, on a une littérature qui est extrêmement fournie. Donc, depuis 1921, date des premières publications,
On a environ 30 800 publications à ce jour. Et avec une productivité assez incroyable, c'est jusqu'à 8 publications par jour sur le sujet qui sortent. Donc, vous imaginez bien qu'on n'est pas forcément au courant de tout et que ça va extrêmement vite, sachant que les équipes de chercheurs sont très, très, très nombreuses maintenant à s'intéresser à cette thématique de l'activité physique et du cancer. Sachant qu'ici, on est sur les publications qui concernent et l'avant-cancer, donc tout ce qui est prévention primaire du cancer, mais aussi prévention secondaire et tertiaire. Donc après le diagnostic du cancer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les mécanismes, etc. Donc on va essayer de faire un petit topo là-dessus pour se rendre compte finalement qu'on sait encore peu de choses, notamment sur les mécanismes, mais en tout cas qu'on voit que ça fonctionne. Alors, actuellement, le cancer est quand même une pathologie qui touche un grand nombre de personnes en France. Donc, on est à plus de 382 000 cas estimés en 2018, sachant que le nombre de cas de cancer augmente au cours des années. D'une part parce que le dépistage et le diagnostic est de plus en plus mis en œuvre, notamment avec le dépistage organisé. Vous avez dû en entendre parler avec Octobre Rose sur le dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, on est au mois de novembre, donc on parle beaucoup du dépistage du cancer de la prostate. Par contre, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que maintenant, grâce à l'efficacité des traitements, mais aussi par le biais du dépistage qui est de plus en plus précoce, eh bien, on assiste à une chronicisation des cancers, c'est-à-dire que les patients vivent plus longtemps après leur cancer, voire même guérissent pour une grande partie d'entre eux, notamment sur certains cancers qui sont très communs, notamment le cancer du sein, par exemple. Seulement, ce qu'on observe, c'est que les effets indésirables et du cancer et des traitements du cancer sont durables et peuvent perdurer jusqu'à 10 ans, 15 ans après les traitements du cancer. Notamment, on va parler beaucoup de la fatigue cancéro-induite, qui est un des symptômes les plus ressentis par les patients et les patientes et qui perdure aussi dans le temps. D'où l'intérêt de s'intéresser à des actions et des déterminants qui vont nous permettre de faire en sorte que les personnes aient une meilleure qualité de vie pendant les traitements, mais aussi au décours de ceux-ci. Alors, justement, ces déterminants de santé, quels sont-ils? Alors, on en connaît beaucoup, on en découvre encore, mais on peut voir que donc il y a beaucoup de déterminants de santé sur lesquels on ne peut pas forcément intervenir, qui sont peu modifiables, ou par exemple l'environnement, ou encore les déterminants socio-économiques, qui malheureusement, il y a encore beaucoup de différences entre certaines populations selon leurs critères socio-économiques, selon leur éducation, leur emploi. Il y a également les infections, mais aussi la génétique pour certains cancers. Et ceux qui vont nous intéresser le plus comme déterminants de santé, ce sont les comportements individuels. Alors, on va compter l'alimentation, le tabac, qui est un des facteurs les plus importants d'augmentation du risque de cancer, mais aussi de dégradation de la santé à la suite du diagnostic, et également l'activité physique, ou encore plutôt l'inactivité physique, qui va être le versant plus négatif, et également la sédentarité, qui de plus en plus transparaît dans la littérature comme étant un facteur de mauvais pronostic et un facteur de risque de cancer. Alors on va justement faire juste un petit topo sur ce que c'est que l'activité physique, de quoi on va parler. Je vais très peu parler de la sédentarité, mais vous allez voir que c'est différent et qu'on va bien différencier l'inactivité physique de la sédentarité. Donc aujourd'hui, on parle surtout de l'activité physique ce soir, qui correspond à tous les mouvements corporels qui sont produits par la contraction de nos muscles, qui nous permettent de bouger, et qui entraînent une dépense énergétique plus importante que celle de repos. Donc, on va bouger dans énormément de situations de notre quotidien, que ce soit pour les activités professionnelles, mais aussi pour les activités de la vie quotidienne, le ménage, s'occuper des enfants, promener son chien par exemple.
mais également dans les transports. Alors, quand on parle de transport actif, ça va être la marche, le vélo, le roller, la trottinette, par exemple. Également monter les escaliers et les descendre. Donc, tout ce qui va représenter une dépense énergétique, somme toute, substantielle. On va avoir également les activités de loisirs et ou activités sportives. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est parce que finalement, on se rend compte que dans les études euh, euh, qu'on trouve dans la littérature, c'est que la plupart des activités physiques qui sont décrites, c'est des activités physiques globales. Donc, c'est un volume global d'activités physiques qui sont effectuées à tout moment de la journée, à tout moment de la semaine par toutes ces personnes. Et ce n'est pas forcément le sport, puisque le sport ou les activités sportives sont qu'une infime partie des dépenses énergétiques qu'une personne peut avoir dans son quotidien. Donc j'aimerais simplement, quand vous entendez activité physique de ma part, que vous voyez vraiment tous les moments où vous êtes potentiellement en mouvement et où vous dépensez une énergie substantielle. On va parler souvent de dépenses énergétiques qui correspondent à une activité physique modérée. Cette activité modérée, elle est assez subjective et elle est spécifique selon chaque personne, selon peut-être son surpoids, son âge, son niveau d'activité physique. Et cette activité modérée, en fait, si vous voulez la repérer dans votre quotidien, c'est lorsque vous allez être à la limite de l'essoufflement, mais toujours en capacité de parler. On dit en général qu'une activité physique commence à être bénéfique lorsqu'elle est d'intensité modérée. Donc, retenez également cet indicateur. Donc, aujourd'hui, ce soir, on ne va pas forcément parler de comportement sédentaire, mais je voulais juste faire un petit point dessus. Je n'ai pas de diapo sur le comportement sédentaire, mais c'est simplement pour faire la différence entre l'inactivité physique, c'est-à-dire le fait de ne pas faire suffisamment d'activité physique dans son quotidien, et la sédentarité ou les comportements sédentaires qui correspondent à tous les moments, tous les comportements lors desquels je suis dans une dépense énergétique très proche de celle de repos. Donc là, par exemple, je suis sédentaire, vous êtes sûrement sédentaire, sauf ceux qui sont en train de regarder la conférence en étant debout. Donc dès que je suis assis ou assise, je suis en condition de comportement sédentaire. On va très peu en parler parce que les études scientifiques qui tournent autour de l'activité physique et cancer, ou en tout cas du cancer et de ses facteurs de risque et de pronostic, se sont peu intéressées à la sédentarité parce que aussi on avait du mal à la mesurer, cette sédentarité. Voilà, donc simplement à différencier. Donc je ne vais pas du tout parler de sédentarité, je vais parler d'activité physique et d'inactivité physique. Alors justement, cette activité physique, c'est un facteur incontestable, favorable au niveau de la prévention du risque de survenue de cancer. Donc depuis de longues années maintenant, on sait que l'activité physique, ou en tout cas le fait d'avoir une activité physique quotidienne suffisante, donc qui correspond aux recommandations, donc 30 minutes environ par jour d'activité physique modérée, donc je répète, où je suis à la limite de l'essoufflement, mais toujours en capacité de parler. Donc cette simple activité physique quotidienne et régulière suffit à prévenir de nombreux cancers, notamment de façon convaincante les cancers colorectaux, et de façon un peu moins convaincante en termes statistiques, pour les cancers du sein après la ménopause, le cancer de l'endomètre chez la femme et également sur des données un peu plus limitées sur le cancer du sein avant la ménopause et également les cancers du poumon, de la prostate et du pancréas. Donc, on se retrouve avec un facteur qui est très intéressant et très favorable pour éviter le risque de cancer. Pour le cancer colorectal, on est à environ 40% de réduction du risque d'être atteint d'un cancer colorectal si je suis suffisamment actif dans mon quotidien. Qu'est-ce qui se passe après le diagnostic? Alors, après le diagnostic, les données de la science sont un petit peu plus récentes, mais elles sont également extrêmement intéressantes et on est presque sur une baguette magique. C'est ce que vont dire quelquefois certaines personnes. Pourquoi? Parce que l'activité physique semblerait intervenir sur
la personne dans toutes les sphères de son quotidien, que ce soit au niveau de ses capacités physiques, mais aussi au niveau biologique et également au niveau psychologique et social. Donc, c'est une intervention qui est extrêmement intéressante à mettre en œuvre dès le diagnostic du cancer. Alors, je vous donne un exemple sur le cancer du sein. Pourquoi? Parce que c'est aussi sur ce cancer ou cette localisation qu'il y a eu un maximum de recherches. Parce que aussi, c'est un cancer qui est commun et donc que beaucoup de patients peuvent rentrer dans les essais de recherche. Et ce qu'on voit, c'est que le cancer du sein et les traitements du cancer du sein ont un impact très important sur tous les éléments du quotidien de la personne, que ce soit au niveau de la condition physique, au niveau donc, des capacités physiques. Vous voyez ici sur la capacité cardio-respiratoire, donc la capacité d'endurance, sur la condition physique, donc la force par exemple, la souplesse, l'équilibre. On voit chez les patients une dégradation de cette condition physique en général si elles ne sont pas physiquement actives. De même pour l'anthropométrie, donc tout ce qui est poids, taille, notamment le risque de surpoids et d'obésité chez les patients, ou alors encore le risque de dénutrition, donc de perdre de la masse musculaire, qui semblerait être un facteur très important à prendre en compte parce que si on perd du muscle, on a visiblement plus de toxicité des traitements. Donc, plus la personne est inactive dès le diagnostic de son cancer, et plus elle a des risques de dégradation supplémentaires donc au niveau de sa condition d'anthropométrie et également de composition corporelle, donc la masse grasse qui augmente et le muscle qui diminue. En termes psychosocial, on va avoir une dégradation de la qualité de vie de la personne, une dégradation de son humeur avec des risques de troubles dépressifs et anxieux, une augmentation une diminution de l'estime de soi et de l'image de soi, et également de la socialisation, de la satisfaction, de la motivation dans le quotidien. Les symptômes, évidemment, sont augmentés par le cancer en lui-même, mais aussi par ses traitements. Donc, notamment la fatigue que j'ai mis en gras parce que c'est aussi l'effet indésirable le plus ressenti par les personnes, le plus perçu et le plus durable. Donc, c'est une fatigue très différente d'une fatigue que vous pourriez ressentir voilà, par exemple, demain ou ce soir, après cette conférence, vous allez vous sentir fatigué peut-être. Alors peut-être que c'est plus de la lassitude que de la fatigue. Et la pire chose à faire, c'est d'aller continuer en étant sédentaire, en regardant un film. Le mieux, ce serait d'aller faire une petite marche, si vous pouvez, si l'heure le permet maintenant avec le Covid. Mais vous allez voir que cette fatigue cancéro-induite est un peu particulière parce que le sommeil le sommeil ne permet pas de réduire cette fatigue. De plus, les patients vont avoir un sommeil qui est dégradé par les traitements notamment. Pour le cas du cancer du sein, on va avoir des risques de lymphœdème. Donc c'est le gros bras, hein, c'est le fait d'avoir de la lymphe qui s'accumule dans le bras et une perte de mobilité de l'épaule. Et puis beaucoup d'autres symptômes. En termes tertiaires, évidemment, on a une augmentation de la mortalité et du risque de récidive, apparemment, chez les personnes qui seraient moins actives. Alors, on va en reparler de ça. Alors justement, là, vous voyez que mes petites flèches ont changé de sens, simplement pour vous dire que l'activité physique va pouvoir agir sur quasiment tous ces facteurs. Et ce, avec des niveaux de preuve assez importants, notamment pour la qualité de vie et la fatigue que vous voyez en orange. Ces deux éléments, ces deux facteurs sont améliorés dans quasiment toutes les études qui ont testé les programmes d'activité physique auprès des patients après le diagnostic du cancer. Alors, principalement dans le cancer du sein, mais aussi dans le cancer colorectal, les cancers plutôt des tissus, des cancers solides, pardon, mais également sur des cancers hématologiques, comme le lymphome ou la leucémie, par exemple. Notamment pour la fatigue, on voit dans les essais qui sont très robustes, avec un haut niveau de preuve, une réduction de la fatigue de 30% pour le cancer du sein,
pendant le traitement. Donc, ce qui est quand même non négligeable, puisque l'activité physique serait la principale action à mener pour réduire cette fatigue cancéro-induite. Donc, ça a été testé contre le sommeil, des médicaments, et seule l'activité physique est efficace. On va avoir également des données, des grandes études de cohorte sur les risques tertiaires. Alors, je prends quelques nuances à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les études qui s'intéressent à la réduction de la mortalité, que ce soit par cancer, mais aussi la mortalité globale, et également les risques de récidive, donc de refaire un cancer, sont des études qui s'intéressent à des grandes cohortes, donc des grands groupes de patients qu'on va suivre pendant très longtemps, et on va regarder quels sont les facteurs auxquels ces personnes ont été, je vais trouver mon mot, ont été confrontées, et on va les suivre dans le temps et comptabiliser les personnes qui ont survécu plus longtemps que les autres ou ont eu une récidive ou non. À partir de là, on va pouvoir identifier quels ont été les facteurs selon les différents types de sous-groupes. Ce type d'étude a un niveau de preuve qui est beaucoup plus faible que les autres études dont je vous parlais par rapport notamment à la fatigue et la qualité de vie. Donc, il faut prendre vraiment ces données avec nuance, même si elles sont extrêmement intéressantes, parce que la plupart des données nous montrent que l'activité physique, le simple fait d'avoir un niveau d'activité physique globale régulier des 30 minutes par jour, tous les jours, permettrait, je prends bien des pincettes, hein, ça permettrait, selon ces études, de réduire de 30 à 40% le risque relatif de mortalité par cancer, de mortalité globale, mais aussi de récidive pour certains cancers qui ont été observés, notamment sur le cancer du sein et le cancer colorectal. Pour le moment, on n'a pas de données suffisamment robustes pour dire que c'est la réalité, mais les données vont quasiment toutes dans le même sens, donc c'est quand même extrêmement intéressant, puisqu'on est sur des pourcentages qui sont quasiment les mêmes que l'effet d'une chimiothérapie. Donc évidemment, l'activité physique ne va pas remplacer la chimiothérapie, mais elle va pouvoir être là pour accompagner la personne dans son quotidien pour qu'elle puisse vivre pleinement et le plus longtemps possible. Nous l'espérons. Le jour où on aura des données un peu plus robustes, ça viendra dans quelques années. Il y a un essai actuellement au Canada sur le cancer colorectal où ils testent justement un programme d'activité physique avec un suivi à très très long terme. Et si, et seulement si, on a des données robustes sur cette étude-là, eh bien on pourra dire que l'activité physique, donc ce programme-là spécifiquement, intervient sur la réduction de la mortalité, peut-être, de ces patients au Canada. Donc on ne pourra peut-être pas forcément élargir les résultats à la France. En tout cas, c'est quand même bon signe de voir ces données très intéressantes de réduction des risques tertiaires. Alors, passons maintenant aux évidences. Alors, finalement, on n'en a pas tant que ça, parce qu'on voit qu'il y a un effet, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. C'est-à-dire que la plupart des études, pour l'instant, ne nous montrent pas de mécanismes spécifiques qui expliqueraient pourquoi l'activité physique a un effet tel sur le quotidien des personnes atteintes de cancer, que ce soit pendant ou après les traitements. Seulement, on observe quand même qu'il y aurait un effet dose-réponse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, plus une personne va être active dans son quotidien, donc plus elle va accumuler d'activité physique dans son quotidien, et plus il semblerait que les bénéfices soient importants. Donc, ce qui est bon signe pour les personnes qui en font plus. Mais il ne faut pas non plus suggérer qu'il faut en faire trop. C'est-à-dire qu'en faire déjà un petit peu, c'est déjà extrêmement bien. C'est mieux que de rien faire du tout. Donc, si vous, par exemple, qui m'écoutez, vous êtes dans la situation où vous êtes atteint d'un cancer ou vous venez de finir des traitements ou vous êtes en plein traitement, dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tard pour commencer.
Ça, c'est une donnée intéressante, c'est que les données de la littérature nous disent que même si vous n'avez jamais été physiquement actif avant le diagnostic du cancer, eh bien, l'activité physique aura un effet bénéfique, et ce, peu importe le niveau d'activité physique que vous avez. Donc, on va essayer d'atteindre progressivement les recommandations, mais ne cherchez pas à aller courir 1 heure, 3 fois par semaine dès votre diagnostic. Ce n'est pas c'est pas nécessairement la meilleure idée. Il va falloir y aller vraiment régulièrement et surtout progressivement et à votre mesure, selon votre niveau d'activité physique. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans ces études, on voit qu'il n'est pas nécessaire de faire une activité très intense pour avoir un effet bénéfique. Et même, il y aurait un effet inverse si j'en fais trop, notamment sur la fatigue et la qualité de vie dans le cancer du sein. Ce qui voudrait dire que je peux me prémunir des effets indésirables de mes traitements, de la fatigue, augmenter ma qualité de vie, améliorer ma composition corporelle, améliorer ma condition physique pendant les traitements du cancer en faisant simplement mes 30 minutes d'activité physique modérée par jour, avec une accumulation d'activités, avec le ménage, m'occuper des enfants, faire un peu de marche, etc., etc. Donc pas nécessairement aller pousser de la fonte ni courir. Et ça, alors je crois que Vincent Guerrier est en train d'écouter, il va sûrement rire parce que lui s'est mis au marathon pendant ses traitements, mais voilà, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une nécessité. Par contre, ce qui est extrêmement important à prendre en compte, ça va être le fait de commencer l'activité physique au plus tôt. Pourquoi? Parce que si j'attends ou si je réduis mon niveau d'activité physique au moment du diagnostic, il semblerait qu'il y a un effet très délétère, c'est-à-dire qu'on voit sur certaines données sur le cancer du sein que les personnes qui arrêtent leur activité physique habituelle au moment du diagnostic auraient une mortalité qui est multipliée par 4. Alors, à nouveau, hein, c'est des données qui sont très peu robustes par rapport au type d'études, mais ça laisse quand même croire qu'il faut que ces personnes, dès le diagnostic, pensent à maintenir leur activité physique et ne pas la réduire, ou en tout cas faire leur possible pour ne pas se reposer. Le repos, c'était le conseil qu'on donnait aux patients il y a encore quelques années, ou peut-être même encore dans certaines régions. En tout cas, c'est quasiment la pire chose à faire, c'est ne pas bouger au moment du diagnostic. Donc il faut continuer ses activités du quotidien pour maintenir sa condition physique, maintenir son muscle, maintenir sa masse grasse, éviter d'en prendre, maintenir sa souplesse, maintenir sa force, maintenir son endurance. Ça, c'est extrêmement important. Plus tôt je commence, et mieux c'est. Autre élément, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, c'est éviter de recommencer une activité physique ou se mettre à une activité physique plus intense d'un coup. Ça, c'est un principe de physiologie de l'exercice. Ça va être le même principe pour tout le monde, mais en cas de cancer, ça va être la même chose. On va essayer d'y aller progressivement, de façon adaptée par rapport à sa propre condition physique, par rapport à ses difficultés et ses capacités. Essayer de maintenir cela dans le temps, donc de façon régulière et avec plaisir. Et ça, on oublie souvent de le dire dans les recommandations, mais je trouve que le plaisir dans l'activité physique est extrêmement important puisqu'il faut maintenir cette motivation pour pouvoir maintenir cette activité physique au long cours, voire au très long cours. Certaines études nous montrent que les personnes qui se sont mis à une activité physique pendant les traitements, mais qui ont arrêté ou réduit leur activité physique un petit peu plus tard, auraient des effets quasiment plus délétères qu'une personne qui n'en aurait jamais fait d'activité physique. Donc, essayez de doser, n'y allez pas trop fort d'un coup, faites une activité physique qui vous aille, qui vous plaise, faites plein de petites choses qui vous permettent d'augmenter votre volume d'activité physique quotidien et quelque chose que vous puissiez maintenir avec plaisir. Autre élément très intéressant, c'est que c'est une intervention en cancérologie qui est quasiment la seule qui n'a pas d'effet indésirable. Ça, ce n'est pas négligeable puisque dans la prise en charge du cancer, finalement, c'est les traitements qui vont vous rendre malade
qui vont vous fatiguer, qui vont vous harasser, qui vont vous amener des idées noires, etc. Et l'activité physique semblerait être vraiment une intervention qui n'a pas montré d'effet indésirable, sauf quelques-uns qu'on va retrouver dans la population ordinaire, comme des entorses, certaines petites blessures, mais pas forcément en lien avec le cancer. Parfois des grosses fatigues, mais souvent c'est parce que ça n'a pas été adapté ou raisonnable. Alors par contre, il y a quand même quelques contre-indications. Alors ces contre-indications, elles vont être à réévaluer régulièrement puisqu'elles peuvent être en général temporaires, puisqu'elles vont dépendre de l'état de santé de la personne, de son parcours, du moment aussi de ses traitements. Et donc, ce qui est nommé dans les contre-indications correspondent finalement aux contre-indications de la chirurgie, de l'anesthésie. Donc en général, une personne qui doit être anesthésiée, si elle a tous ces symptômes-là, ou en tout cas certains de ces symptômes, pardon, ne se fera pas opérer, et bien c'est la même chose pour l'activité physique. On va ne pas faire d'activité physique à ce moment-là. Donc quand on a une fatigue extrême, donc là vous voyez l'échelle que vous voyez en haut, donc on est plutôt dans les zones rouges, à 9, 10 sur l'échelle de 0 à 10, une fatigue vraiment extrêmement importante. Là, on ne va pas faire d'activité physique pendant tout ce temps de fatigue extrême. Les syndromes infectieux également, les anémies, les suites d'une chirurgie, on va attendre en général 1 mois pour la cicatrisation, pour éviter les hémorragies ou l'ouverture de la cicatrice, bien sûr. Mais cela n'empêche pas de travailler les autres membres. Si par exemple il y a une chirurgie thoracique ou une chirurgie au niveau du ventre, eh bien rien n'empêche la personne de pouvoir bouger les jambes en isolant le tronc. Donc, d'où l'importance de l'adaptation et de l'accompagnement pour permettre de prendre en compte toutes ces contre-indications. Autre contre-indication, donc ça va être les décompensations au niveau cardio-pulmonaire, donc qui sont souvent dues aussi au traitement. Certains traitements sont cardiotoxiques, donc on demande souvent aux personnes sous ces traitements cardiotoxiques d'avoir une analyse cardiologique avant de faire l'activité physique. Autre contre-indication importante, ça va être tout ce qui est lésions au niveau des os, qui sont dues en général à des métastases et qui sont lithiques. Alors lithiques, ça veut dire qu'elles sont à risque de fracture. Donc si lors de la scintigraphie, donc comme vous voyez en haut à gauche, là vous voyez une scintigraphie et vous voyez d'autres petites images qui sont plutôt des radiologies. Sur la scintigraphie osseuse, là vous voyez plein de métastases. Donc c'est vraiment un sujet qui a un cancer métastatique et avec des métastases osseuses qui sont très foncées. Et notamment celles qui vont se retrouver au niveau du col du fémur, vous voyez, entre le bassin et les os longs des cuisses. Eh bien, ici, on peut avoir des risques de fractures plus importants et évidemment, on va éviter les activités où la personne va avoir des impacts avec des risques de fracturer le col du fémur. D'autres métastases lithiques vont être importantes à prendre en compte et on ne va pas faire de mouvement à ce niveau-là. Ça va être les métastases osseuses qui se trouvent au niveau des cervicales, donc au niveau des os du cou, puisque vous vous doutez bien, si on a une fracture à ce niveau-là, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, quand la personne a ces métastases à risque de fracture, eh bien, on va éviter les mouvements, tout mouvement sur ces zones du corps. Autre contre-indication importante, c'est la dénutrition sévère. Alors, dénutrition sévère veut dire que la personne va avoir une perte de poids très importante en un temps très court, une perte de masse musculaire et de fonction musculaire, entre autres. Donc ça, en général, ça nous empêche de faire l'activité physique pendant tout le temps de la prise en charge de la dénutrition. Et puis ensuite, rien n'empêche la personne d'y retourner. Donc, vous vous doutez bien que l'activité physique va être nécessairement à adapter selon le parcours de soins du patient, donc selon s'il passe par la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et ou l'hormonothérapie, etc. Mais également les reconstructions et tout autre geste
locales qui vont être mis en œuvre auprès du patient. Donc, pris en compte, en prenant en compte toutes ces contre-indications-là, à partir du moment où on n'a pas de contre-indication à l'activité physique, eh bien, on peut tout à fait prescrire une activité physique à la personne. Alors là, je vous présente l'exemple d'une fiche de prescription que nous nous sommes attelés à écrire dans le livre que vous voyez en haut à droite. Donc, c'est un livre qui vient de sortir, qui est une commande de Malouane, donc c'est une collection qui s'appelle Ordonnance pour aider les médecins à prescrire l'activité physique. Et donc, dedans, vous avez des fiches de prescription ou des types de prescription plutôt pour les patients atteints de cancer notamment. Donc là, je vous montre un petit peu à quoi correspondrait une prescription type pour une personne avec un cancer solide. Donc, par exemple, cancer du sein ou cancer du côlon rectum. Donc, toutes ces données-là, elles ne viennent pas de nous, hein, évidemment, ça vient des études scientifiques, ça vient des grandes études, des méta-analyses, mais aussi des gros rapports qui sont sortis dernièrement, notamment le rapport de l'INSERM, que je vous présenterai après, vous verrez la couverture. Donc, on considère que l'activité physique devrait être mise en œuvre au moins 3 mois auprès de la personne. Alors, pourquoi 3 mois? Parce que quand on se met à une activité physique, en général, il faut quand même un peu de temps pour pouvoir se trouver à l'aise dans l'activité physique et ensuite pouvoir être autonome dans son activité physique. Et on considère qu'au bout de 3 mois, c'est déjà c'est un minimum intéressant, notamment également pour pouvoir commencer à ressentir les effets de l'activité physique. En général, les effets, que ce soit par exemple une tonification du corps ou une meilleure respiration, moins d'essoufflement dans les mêmes activités que d'habitude, vont se ressentir au bout d'un certain temps. Donc, c'est important d'avoir ce temps de mise en œuvre de l'activité physique avant de commencer à ressentir les effets et ensuite que ça devienne finalement une habitude auprès de la personne. Donc, 3 mois minimum. Et si possible, encadré par une personne formée, donc notamment les enseignants en activité physique adaptée, mais aussi vous avez les kinésithérapeutes qui sont de plus en plus formés et qui peuvent intervenir dans l'activité physique des patients. Et là, je parle bien des patients qui sont pendant traitement. Si je suis sortie des traitements et que je suis suffisamment autonome dans mon activité physique, je peux avoir une activité physique qui est supervisée par un éducateur sportif sans formation nécessairement sur le cancer et sur les maladies et les comorbidités. Alors, ce qu'on demande aux personnes par rapport aux données de la science, c'est qu'elles fassent un mix d'activité physique d'endurance ou aérobie. Là, vous voyez le terme aérobie, ça veut dire l'endurance. C'est le fait de faire une activité physique sur une longue durée avec une intensité plutôt modérée. Également des activités de renforcement musculaire. Donc, on ne demande pas non plus de pousser de la fonte ou d'aller faire du muscle. Hein. C'est surtout de renforcer les muscles, de tonifier les muscles. Et également des activités d'assouplissement, donc plutôt pour la détente également, et puis pour être le plus à l'aise possible dans son quotidien pour les mouvements, notamment pour les suites de la chirurgie, notamment les chirurgies thoraciques au niveau de l'abdomen. Donc là, vous voyez des propositions de fréquence, 2 à 3 fois par semaine par exemple, d'intensité, avec des critères donc plutôt d'intensité modérée. On n'est quasiment jamais sur des intensités élevées. Donc on est toujours dans la limite de l'essoufflement, mais toujours en capacité de parler. Là, vous avez l'indication de l'échelle de Borg qui vous permet de voir un peu quelle serait la perception de votre effort. Donc là, on est entre un effort qui est ni léger ni dur, ni très dur. Voilà. Donc on est plutôt à l'aise dans l'action. Et sur les activités de renforcement musculaire, donc ça va être des séries, plusieurs séries de plusieurs répétitions, de plusieurs types d'exercices parce qu'il va falloir travailler quasiment tous les grands muscles du corps. La littérature a aussi montré un effet intéressant des activités qu'on dit corps-esprit
corps-esprit, ça va être tout ce qui est yoga, pilates, tai chi et qigong. Ces activités auraient un effet notamment sur la fatigue cancéro-induite, sur la qualité de vie également, et puis sur tous les facteurs psychosociaux, notamment les troubles de la dépression, les troubles anxieux, et également sur la socialisation. Donc, on cherche à avoir un complément de plein d'activités et encore une fois, c'est au choix du patient par rapport à son plaisir ou son désir. Donc, si une personne n'a pas du tout envie de faire une activité physique et sportive, elle peut tout à fait passer sur du jardinage ou des activités de bricolage qui vont avoir une intensité quasiment similaire, avec de la marche de déplacement ou jouer avec les enfants, ça peut tout à fait correspondre. Alors, les données s'accumulent, on voit qu'il y a un effet, il y a des recommandations, il y a de plus en plus de littérature. Au niveau des instances nationales, on a une reconnaissance de plus en plus importante de l'activité physique, notamment en tant qu'intervention non médicamenteuse qui serait efficace sur la santé. Et spécifiquement dans le cancer, vous avez l'excellent rapport de l'INCa qui est sorti en 2017, que vous voyez à gauche, qui est assez accessible, notamment la synthèse. Vous avez maintenant la possibilité, donc depuis mars 2017, que votre médecin traitant vous prescrive une activité physique. Attention, elle n'est pas remboursée, on en reparlera après, mais cette possibilité est très importante pour la mise en œuvre de l'activité physique et la promotion de l'activité physique dans le parcours de soins. Donc là, je reprends ma casquette santé publique. Vous avez l'excellente expertise collective, mais qui fait beaucoup, beaucoup de pages. Donc voilà, allez voir la synthèse déjà, qui est disponible sur le site de l'INSERM. Et également les référentiels de l'AFSOS. Alors, je vous en ai mis que deux, parce qu'ils ont été mis à jour dernièrement, mais vous avez aussi un référentiel sur l'activité physique pour les jeunes, les enfants et les adolescents, jeunes adultes, et également un référentiel spécifique sur le cancer du sein. Mais donc dernièrement sont sortis les référentiels activité physique et cancer et fatigue et cancer. Donc c'est plutôt des soutiens pour les médecins, mais vous avez des données intéressantes pour vous si vous êtes patient ou si vous vous intéressez simplement à la thématique. Malgré tout ça, et malgré le nombre incroyable de programmes qui sont en train de s'ouvrir de partout, et ce depuis 1995, donc vous voyez hein, les premiers programmes sur lesquels on a eu connaissance de programmes en cancérologie, notamment ceux qui ont débuté en oncopédiatrie, donc chez les enfants par Aline Derbinet. On voit qu'il y a eu une explosion des types de programmes, une explosion des lieux proposant des programmes d'activité physique, de plus en plus de recommandations, de plus en plus d'études scientifiques sur le sujet en France, donc c'est tout ce que vous voyez en vert. Et malgré ça, tous les patients ne se voient pas forcément proposer d'activité physique. Et là, ça devient quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que malgré toutes ces bonnes volontés, malgré tous ces programmes mis en œuvre, malgré le bouche à oreille et à mon avis aussi le fait que toutes les patientes et tous les patients ont envie de faire une activité physique dans le quotidien, eh bien, on a encore des territoires qui ne sont pas couverts, on a encore des médecins qui ne proposent pas l'activité physique et il y a encore du travail, même si dans le domaine de la cancérologie, on est allé très vite. Si on fait le parallèle avec le domaine de la cardiologie, où l'activité physique est complètement intégrée dans le parcours de soins des patients, depuis longtemps, eh bien, en cancérologie, le temps que ça se fasse, qu'il y ait une acculturation sur l'activité physique, voilà, ça a pris une dizaine d'années, mais maintenant, on parle d'activité physique partout, et notamment d'activité physique adaptée. Donc les enjeux actuels, en fait, c'est que, enfin les enjeux et puis les constats, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de programmes en France, avec une diversité importante. Alors cette diversité est extraordinaire parce que les patients sont très diverses et ils vont aussi avoir des envies très différentes. Donc c'est important qu'il y ait plein de types de programmes pour pouvoir proposer des programmes qui aillent à l'un, à l'autre, à l'une, à l'autre. Mais également, cette diversité peut avoir des effets plutôt négatifs. Pourquoi? Parce que ça va réduire un peu la lisibilité.
D'où l'importance d'informer et puis d'apprendre un peu quels sont les types de programmes les plus adaptés pour tel ou tel patient. Donc ça, c'est en train de se faire et il serait important que les médecins, notamment, soient de plus en plus formés à l'activité physique et à la prescription d'activité physique. Actuellement, il y a quand même quelques enjeux sur les passerelles. Alors quand je dis passerelles, ça va être les programmes d'activité physique entre le moment de la prise en charge pendant les traitements du cancer et l'après. Euh, c'est une période particulière pour les patients où ils vont se retrouver sans traitement aigu, sans avoir à venir forcément à l'hôpital ou au centre de lutte contre le cancer. Et il semblerait que des programmes qui permettraient de faire la transition seraient très intéressants. Et il y en a, à mon sens, très peu, mais peut-être simplement parce qu'ils ne se font pas connaître. De plus, tout ce qui est accessibilité sur le territoire, quid de l'accessibilité dans les régions non métropolitaines, par exemple. Donc, ça se développe à La Réunion, par exemple, mais il y a des patients atteints de cancer là-bas qui sont pris en charge en métropole. Donc, comment faire pour leur proposer de l'activité physique? Quid des différents territoires plutôt ruraux? Également de l'information sur les programmes existants qui informent comment l'information est diffusée. Qui fait la promotion de l'activité physique? Est-ce que la promotion est réellement faite? C'est-à-dire, est-ce que notamment le médecin en parle à son patient? Et si oui, comment? Actuellement, on a les maisons sport santé qui ont été développées. Donc, depuis août 2019, on a déjà 138 maisons sport santé sur le territoire. Et d'ici 2022, il y en aura 500. Donc là, on va avoir des stratégies très intéressantes pour la diffusion et l'accessibilité de l'activité physique. Par ailleurs, pour l'instant, on ne connaît pas encore bien ce qui va faire que les patients vont ou pas à l'activité physique. Donc, on a encore besoin de comprendre un peu mieux tout ça. Là, je fais un clin d'œil à Alban, qui est peut-être dans le public, qui est doctorante, et il y en a plein d'autres qui travaillent sur le sujet, de comprendre un peu mieux pourquoi les personnes vont ou pas à l'activité physique, ou pratiquent ou pas une activité physique, mais aussi pourquoi les professionnels proposent l'activité physique ou orientent ou pas vers l'activité physique leurs patients. Donc le médecin a un rôle vraiment central et il faut vraiment renforcer leurs actions de prescription, que ce soit le médecin traitant, mais aussi les médecins spécialistes. Et là, je m'adresse surtout aux oncologues et aux chimiothérapeutes et radiothérapeutes qui ont un rôle aussi important pour proposer l'activité physique. Un levier qui, à mon sens, va être quelque chose d'incroyable, d'ailleurs, c'est la première fois, c'est que la sécurité sociale va financer dans les soins oncologiques de support, des bilans d'activité physique avec des conseils aux patients. Donc, ça va être un forfait pour plusieurs soins de support avec la psycho-oncologie et la diététique, me semble-t-il. Mais l'activité physique est considérée dedans et donc ce sera un financement de la sécurité sociale. Donc là, c'est déjà un grand pas sur l'augmentation de l'activité physique ou en tout cas de la promotion de l'activité physique dans le parcours. Seulement, je passe à l'avant-dernière ligne, les programmes actuellement ne sont pas pérennes. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux sont financés par des fonds qui sont reconduits d'année en année, mais qui ne sont pas stabilisés. Et là, il y a vraiment une question très importante sur le financement de ces programmes pour qu'ils puissent se développer de plus en plus. Actuellement, à l'Institut national du cancer, donc l'INCa, on est en train de travailler sur l'organisation des soins de support et l'activité physique adaptée est pleinement intégrée dans les soins oncologiques de support. Donc peut-être que ça va également être un levier intéressant. Les travaux sont en cours et sortiront dans une bonne année. L'intérêt dans tout ça et la stratégie actuelle à mener, c'est surtout de faire en sorte qu'il y ait une proposition de l'activité physique au plus tôt auprès des patients pour éviter le déconditionnement physique et ce pour éviter toute perte de chance. Puisque vous l'avez compris, si je ne peux pas maintenir une activité physique seule ou si je ne peux pas être supervisée pour maintenir mon activité physique, j'ai une perte de chance et ça c'est indéniable.
Pour finir, je vous montre simplement des actions qui ont été menées en pluridisciplinarité. Donc, notamment en juin 2018, nous avons organisé un workshop national. C'était un groupe de travail avec des patients, des médecins, des chercheurs et des professionnels du sport et des professionnels du soin qui ont réfléchi à différentes postures et actions qu'il faudrait mettre en œuvre pour faciliter l'orientation vers l'activité physique en cancérologie. Donc la synthèse est disponible sur le site de la SFPAPA, donc c'est le site que vous voyez en bas à droite, la synthèse et le rapport. Mais je vous montre simplement les 8 postures qui ont été proposées par les différents membres de ce workshop. Nous étions 150 environ. Et donc, vous voyez, c'est un peu tout ce que je viens de dire sur les différentes stratégies. Donc, promouvoir l'activité physique systématiquement, co-construire un parcours avec le patient, donc autour du patient avec les différents professionnels, coordonner les évaluations, l'orientation, la réorientation des patients, constituer des réseaux pour faciliter l'accès à l'activité physique pour les patients, former les médecins, mais aussi les pharmaciens qui peuvent être des acteurs très importants dans la promotion de l'activité physique, et également les patients experts qui sont de plus en plus nombreux à être formés pour aider et accompagner les patients dans leur parcours. Développer des outils pour pouvoir faciliter aussi la prise en charge et augmenter également l'utilisation du numérique et l'augmentation, et puis aussi promouvoir la recherche dans le domaine. Donc, en espérant que ça porte ses fruits au fur et à mesure, mais en tout cas, ça n'a jamais été aussi vite. Les collègues du Canada, notamment, qui font des études depuis beaucoup plus longtemps que nous sur l'activité physique et cancer, sont assez impressionnés par le fait qu'en France, nous sommes à l'heure actuelle dans une situation où nous mettons en place l'activité physique quasiment partout dans les soins de support, tandis qu'au Canada, les actions d'activité physique restent spécifiquement sur de la recherche. Donc les patients n'ont pas forcément accès à l'activité physique très facilement. Pour finir, je voulais simplement vous parler d'un livre qui est sorti il y a très peu de temps, donc de Léa Dallaglio, j'espère Léa que je ne dis pas de bêtises sur je n'écorche pas ton nom, et Vincent Guerrier. Donc, qui est un livre très intéressant qui vous permettra, si vous êtes patient ou proche de patient, de voir une réflexion qui est assez intéressante sur voilà, un patient qui se dit mais comment ça se fait qu'on ne m'a jamais proposé de faire de l'activité physique? Moi, je m'y suis mis, j'ai vu qu'il y avait des effets et j'ai cherché à comprendre mieux. Et donc, ce livre retrace un petit peu les effets de l'activité physique, mais aussi les différents programmes qui existent en France. Et donc, je vous conseille vivement de vous le procurer et de le lire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on passera peut-être aux questions après l'intervention de mon collègue. Très bien. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Vous m'entendez? Oui? Oui. Merci Aude-Marie. Ce tour d'horizon très complet de la thématique activité physique et cancer. Donc effectivement, avant de te poser les questions, on va passer la parole à Jean-Michel. Donc comme je l'ai dit en introduction, Jean-Michel Guy qui est cardiologue à Saint-Étienne et qui va nous expliquer comment un cardiologue s'est lancé dans un programme d'activité physique pour des patientes. Je crois que c'était cancer du sein, Jean-Michel. Mais tu vas nous expliquer tout ça. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous et merci à toi Guillaume d'organiser ce genre de réunion et de la difficulté aussi de l'organiser. Alors moi je suis cardiologue, je suis en fait dans la réadaptation cardiaque depuis 2007. Et puis en 2007, comme je suis passionné par l'activité physique, les bénéfices de l'activité physique en général, j'allais très souvent dans différents congrès, différentes réunions. Et c'est là que j'ai découvert que beaucoup d'études étaient faites sur l'activité physique et le cancer, entre autres sur ses bénéfices. Alors à l'époque, je m'occupais déjà de ce centre de réadaptation et j'ai, dans mon internat, côtoyé beaucoup d'amis devenus chirurgiens et entre autres chirurgiens du sein. Et
j'ai appris en discutant avec lui que dans ses congrès à lui aussi, on parlait beaucoup de l'activité physique dans le cadre de la chirurgie cancer du sein. Et en mettant nos idées ensemble, on s'est dit, mais on a le plateau technique, il faut se mettre à faire ce genre de choses. Donc on a fait une première réunion, c'était aux alentours de 2010, avec la plupart des instituts de cancer de la Loire. On a essayé de convoquer tous les gens qui s'occupent de la radiothérapie, de la chimiothérapie, etc., pour se rendre compte que ça n'existait pas vraiment sur Saint-Étienne. Et là, on s'est dit, il faut se lancer là-dedans. Je vous passe un petit peu les difficultés par rapport aux caisses primaires, aux assurances, mais on a commencé à faire ça. Alors pourquoi? Parce que le plateau d'activité physique que j'avais, avec une équipe d'éducateurs d'activité physique adaptée, mais également de kinés, avait en plus une sophrologue, une psychologue, une diététicienne, une tabacologue, beaucoup de gens qui avaient l'habitude de prendre en charge des patients avec une maladie chronique, donc qui était le cœur. Alors, juste une petite parenthèse, j'y pense maintenant. Aude, tu viens de dire que dans le cadre de la réadaptation cardiaque, c'est des choses qui sont bien installées. Loin de là. Aujourd'hui, à peine 30% des gens qui font un infarctus passent dans des services de réadaptation cardiaque. Donc, j'espère que ça va aller plus vite dans le cadre de la cancéro, mais tu vois, au niveau du cœur, on en est encore loin. Donc, on a monté notre service en prenant des patientes qui avaient eu un cancer, parce qu'en fait, on s'est posé la question du moment où il fallait mettre en place cette réadaptation. Alors, on a discuté longuement avec les gens qui étaient beaucoup plus connaisseurs que moi de ces pathologies, pour se dire que le plus simple, c'était quand même de prendre ces patientes à l'issue de leur traitement, quand elles avaient eu souvent chirurgie, chimio, radiothérapie, parce que c'est aussi un moment où ces dames qui sont là, et je pense que celles qui sont là pourront tout à fait témoigner, se sentent un petit peu abandonnées. C'est-à-dire que pendant tout le traitement, qui dure souvent pratiquement 1 an, il y a un rythme d'examen, un rythme de soins, un rythme de suivi qui est très très bien posé, et puis d'un seul coup, c'est le grand vide. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que, il y a un petit effet de dépression, un petit effet d'anxiété, et puis aussi, comme le disait Aude, un effet fortement évident de fatigue et de perte, entre autres, musculaire et de déconditionnement. Donc, nous avons placé notre adaptation à ce moment-là. Alors, on l'a appelé au départ adaptation cardiaque parce qu'on était dans la réadaptation cardiaque. Mais maintenant, on est aussi un service polyvalent. On est dans un cadre de soins de suite, de soins de support des cancers du sein et on a développé petit à petit nos activités en faisant, comme j'ai dit tout à l'heure, des activités physiques de cardio-training et d'endurance, comme l'a dit Aude, en faisant aussi du renforcement musculaire, en faisant du step, en faisant du pilate, en faisant du yoga. On a essayé de développer un petit peu toutes ces choses. On a même mis en place des choses sur le plan diététique. Et on a aussi une équipe, un binôme fait d'une sophrologue et d'une psychologue qui ont un rôle fondamental pour mettre en place des groupes de parole, pour mettre en place une amélioration au niveau du sommeil, parce que ça fait partie de la remise en forme de nos patients. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai toujours apprécié le fait que le psychologique et le physique allaient bien en même temps. Personnellement, en tant que cardiologue, j'ai vu beaucoup de patients maintenant, et j'ai toujours eu beaucoup plus de satisfaction de voir les patients sortir de la réhabilitation parce qu'il y avait un progrès qui était énorme. Je veux dire que si on fait une photo de nos patientes à l'entrée et à la sortie, certaines sont devenues méconnaissables. Méconnaissables dans leur présentation physique, dans leur confiance en elles, dans leur reprise physique et reprise de forme générale. C'est toujours assez extraordinaire, ce qui n'est pas forcément le cas de nos patients cardiaques. Donc, on a mis petit à petit notre structure en place. On a eu depuis 2012 maintenant 8 années de réadaptation. On a environ une centaine de patientes par an, puisqu'on se contente de faire des groupes petits, de faire des groupes de 7 à 8 patients qui viennent 3 fois par semaine et qui viennent aujourd'hui sur 21 séances. Alors, ce n'est pas beaucoup, 21 séances. Par contre,
notre rôle, c'est justement de les accompagner. On a parmi nos patientes des patientes qui sont forcément sportives déjà. On a des patientes qui sont totalement sédentaires. On a donc maintenant repris les notions que Aude a développées tout à l'heure sur l'activité physique, l'inactivité physique, la sédentarité, et on essaye quand même beaucoup de parler de la sédentarité. Vous savez que faire 30 minutes en moins de télévision ou d'ordinateur dans la journée, c'est quelque chose de très important. Donc on essaye, en plus de l'activité physique, de jouer sur la sédentarité. On s'aperçoit que le renforcement musculaire et l'assouplissement de ces patientes gagnent, enfin, il y a un gain très important dans tous ces domaines, puisqu'on arrive à les tester au départ et à la fin. J'ai oublié de dire quand même que le cardiologue a un petit rôle dans ce programme, c'est quand même d'évaluer les patientes au départ. On les évalue cliniquement, on les évalue avec une échographie cardiaque, parce que de temps en temps, on peut apprécier, on peut voir des choses qui ne sont pas, qui peuvent être liées au traitement que ces patientes ont eu. Et on fait également un test d'effort. Test d'effort qui est surtout un premier test d'effort d'évaluation pour mieux centrer la réadaptation aérobie, les séances de cardio-training qui vont être faites. Ensuite, on a mis en place la marche nordique, bien évidemment, puisqu'on a un parc qui n'est pas très loin. Et puis surtout, on va essayer d'amener petit à petit ces patientes à continuer l'activité physique. Deux objectifs sont au programme dans ce que l'on fait. Le premier, c'est de lutter contre la fatigue immédiate. Et ça, je trouve qu'on y arrive bien. Et ce que tu as dit tout à l'heure, que l'activité physique, c'était sans doute bien mieux que les vitamines ou que les antidépresseurs. Dans les syndromes dépressifs, ça nous paraît au quotidien évident. Donc ça, c'est la première chose. Cette fatigue quand même, qui est une 95% des patientes qui ont eu ce triple traitement ou même un double traitement ont cette notion de fatigue. Puis après, il y a une fatigue qui est beaucoup plus durable, qui touche environ 35% des patients au cours des années qui suivent, qui est un peu plus compliquée. Mais la fatigue. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en activité des patients qui n'en avaient pas, ou de guider de façon plus scientifique, entre guillemets, des patients qui en avaient déjà. Alors, patientes sédentaires qui ont une activité, on sait faire, puisque quand même, c'est beaucoup de patients cardiaques qui sont sédentaires depuis de nombreuses années, diabétiques, avec des tas de facteurs de risque et des comorbidités, et qu'on essaye de remettre à l'activité physique. Et puis celles qui font déjà beaucoup de sport, eh ben, on les remet petit à petit dans une activité qui va être de plus en plus proche de ce qu'elles font. On a un réseau, tout à l'heure tu parlais de sport santé, on a un réseau de maisons de sport santé depuis des années. Eh bien, on en profite aussi pour amener ces patientes éventuellement à aller dans des activités de sport santé. On a fait quelques études de suivi. Alors, ce sont des études moins scientifiques que celles que Guillaume peut faire, mais on a essayé de savoir ce que devenaient ces patientes 1 an, 2 ans après le passage, pour être assez satisfait, puisqu'on a quand même plus de 70% des patients qui continuent à avoir une activité à distance de leur passage chez nous, et avec une activité qui est souvent limitée par le temps, par l'argent, parce que ça coûte de faire une activité dans une salle parfois, ou bien parce qu'elles sont fatiguées toujours, et c'est là qu'il faudrait pouvoir les reprendre, ou en tout cas les remettre dans un circuit pour un peu lutter contre cette fatigue. Voilà un petit peu le programme qu'on peut présenter. Je pense qu'on a des patientes de tout âge dans le cadre du cancer du sein. On a des patientes qui ont des facteurs de risque importants qu'on arrive aussi à remettre. On a des patientes qui sont obèses, qui sont diabétiques. Et puis, on a des jeunes patientes qui vont reprendre une vie le plus normale possible, la plus normale possible. Et on est amené à les guider vraiment comme on peut le faire. Je crois que c'est assez apprécié. Il va falloir demander l'avis un petit peu à nos deux. Je pense à Madame Guillet, à Madame Gillet qui doit être là ce soir, lui demander un petit peu son avis. Et voilà un petit peu ce que je voulais signaler. Je suis un petit peu, je n'ai pas tout à fait le même avis que Aude dans le cadre de l'activité, dans le cadre de ce que l'on peut proposer aujourd'hui.
Pour moi, l'activité physique, c'est un médicament. Donc, effectivement, il faut le prendre régulièrement, comme tout n'importe quel médicament. Pour moi, il n'a pas d'effet secondaire. C'est le seul médicament au monde qui n'a pas d'effet secondaire. Et puis, il y a le problème de la posologie. Et les études qui ont été faites, effectivement, comme tu as montré, sont quand même d'un assez haut niveau. 9 mètres, 12 mètres heures par semaine, ce n'est pas toujours quelque chose qui est fait par nos patients comme nos patients coronariens. Donc, j'aime bien dire quand même aux patientes qu'on a en réadaptation, en soins de suite, d'avoir au moins 25 à 30% d'une activité qui va un petit peu plus loin que l'essoufflement dont tu parlais. Parce que on a souvent des gens qui ne veulent pas aller trop loin, qui disent j'ai peur d'être essoufflé, ou j'ai pas envie de transpirer, ou j'ai pas envie d'avoir mal aux muscles. Et c'est justement tout cet apprentissage qui va prendre quelques séances pour bien montrer aux gens que l'activité physique, c'est aussi un petit peu de temps en temps de transpirer, d'être essoufflé, d'avoir un peu mal aux muscles. Et c'est normal surtout. Et ça doit pas effrayer les gens. Voilà, donc on a un petit discours un tout petit peu différent sur ça, c'est que nous, on aime bien essayer de leur donner, celles qui le peuvent, une activité physique un peu plus intense, au moins 25 à 30% de l'activité physique globale qu'elles auront dans une semaine. Ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans probablement les effets bénéfiques. Voilà, je pense que je répondrai aux questions après. Je ne sais pas si... Oui, Guillaume, je ne sais pas si tu voulais d'autres précisions. Le plateau technique qu'on a actuellement, c'est à la fois des tapis, des vélos, tout ce qu'il y a dans un centre de réadaptation. C'est vrai que moi, je suis venu là-dessus parce que passionné par l'activité physique. Et puis, je trouvais que c'était dommage qu'on ne puisse pas utiliser toutes, à la fois les compétences qu'avait l'équipe et les outils qu'on a qui sont quand même assez intéressants. Super, Voilà. merci pour ce témoignage. Je vais essayer de passer la parole à Madame J.H. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et puis on reviendra sur cette question qui est intéressante presque de kinésiophobique dont tu as parlé, et puis d'intensité pour voir si réellement Aude-Marie et toi êtes en désaccord. Je ne suis pas certain, mais peut-être. Peut-être qu'on pourra débattre un petit peu de ça, du rôle de l'intensité de l'exercice. Est-ce qu'il faut se limiter à des intensités modérées, effectivement? Ça, c'est intéressant. Alors, j'essaie de donner la parole à Madame J. si elle est d'accord, mais je crois qu'elle l'était et je n'y arrive pas. C'est ce qui me semblait. Je ne sais. Normalement, je devrais cliquer là-dessus, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la petite main, Madame J. si vous m'entendez? Et ça va peut-être me donner accès plus facilement à votre. Ah, est-ce que ça marche? Alors, j'y étais presque encore une fois. Non, ça marche pas mieux. Bon, je ne sais pas trop comment faire. Non, On là, va non. prendre une. Oui. C'est bon, là, non? Ah, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Je ne sais pas, vous n'êtes pas passé en vert, mais si on vous entend, c'est le principal. Parfait, super. Merci. Si, À moi, vous la parole. j'ai le micro. Oui, super. Eh ben, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Hein. Bonjour au docteur Jean-Michel Guy qui m'a invité à cette conférence. Moi, ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai participé à l'activité, enfin au groupe Passerelle, hein, c'est comme ça qu'on appelle cette activité à Saint-Étienne, sur janvier-février 2019. Donc j'avais en fait, terminé, je venais de terminer ma radiothérapie. J'avais pas tellement eu d'activité physique depuis ma chirurgie en septembre 2019. Et là, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même beaucoup repris confiance en moi parce que donc, comme le disait le docteur Jean-Michel Guy, il y a d'abord un bilan physique au départ. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée sur mes possibilités. Voilà, hein, je peux dire que j'avais jamais eu l'échographie cardiaque. Enfin, voilà, il y avait aussi le test physique. Et bon, je me suis pas mal débrouillée et finalement, ça m'a donné vraiment confiance pour reprendre une activité. Et puis, donc, comme l'expliquait le docteur, on est en groupe, hein, donc c'est assez stimulant, même s'il y a vraiment des différences de physique. Enfin,
d'activité physique entre nous, des gens qui avaient beaucoup décompensé. Moi, au départ, ça a été un peu dur quand même. Mais en fait, on était 6 ou 7, 7 personnes, et on a beaucoup progressé, toutes d'ailleurs, chacun à notre niveau, mais on a vraiment beaucoup progressé. Et au bout des 6 semaines, on peut dire qu'on était vraiment, vraiment regonflés, psychologiquement et physiquement. Voilà, après, donc, ça a été un peu, ce qui a été difficile, c'est la période du Covid. Mais bon, moi, j'ai quand même continué l'activité physique chez moi. J'ai donc un vélo d'appartement. Je me suis acheté des bâtons pour faire de la marche nordique. Et j'ai suivi des programmes en visioconférence au niveau activité stretching et yoga. Parce que je continue un peu le yoga actuellement. Voilà. Mais j'avoue que heureusement qu'il y a eu, je pense, ces 6 semaines pour me dynamiser et me donner l'idée, quand même, l'envie de continuer pendant la période de Covid, et ça se poursuit encore. Ça reste quand même difficile parce que moi, je marchais, je me suis mise à marcher avec des copines, quoi. Et pour l'instant, c'est quand même limité. Voilà, mais bon, j'essaye quand même de garder une activité régulière chaque semaine en alternant un peu les moyens que j'ai à la maison. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sinon? C'est vrai que c'est très complet, ces 6 semaines, parce que, oui, on soigne pas que le physique, on soigne le mental. Et ça peut aussi donner des idées pour poursuivre après sur une psychothérapie. Parce que, comme vous disiez, quoi, il y a le physique et puis il y a aussi le mental. Voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est bien que ça soit pris en charge par la sécurité sociale, c'est sûr, parce que 6 semaines, c'est quand même, il y a un coût. Et je pense pas que c'est bien que ça soit pris en charge. Ça, c'est sûr que j'ai vraiment apprécié d'avoir fait ce programme, et je pense que ça va m'aider encore. Ça a impulsé quelque chose en moi, et que je veux pas. Maintenant, j'ai compris que c'était très important de le faire, et de faire ce qui nous fait plaisir, surtout pour pouvoir continuer, pour pouvoir ne pas baisser les bras, voilà, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Moi, j'ai vraiment réfléchi à des activités qui pouvaient me faire plaisir aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je ne sais pas quoi dire sinon. Non, mais c'est très bien. Merci pour ce témoignage. Il y a peut-être des questions qui viendront de la part des gens qui sont restés, malgré cette heure qui commence à être un petit peu tardive. Donc, on va laisser la parole. Alors, moi, je ne peux pas donner la main, mais apparemment, Séverine peut donner la main. Il y avait une question, je crois, de Yann Lemat, il me semble qu'il a levé la main. J'imagine que c'est pour poser une question. Et puis, sinon, moi, j'en ai des questions. On t'entend pas, Yann. Mince. Vas-y, essaye encore en parlant bien fort. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Mais c'est juste une erreur, Guillaume. À part que c'était très intéressant, mais en cliquant sur le petit bouton là-haut, ça a dû activer que j'avais une question, mais je n'ai pas spécialement de question. Et comme ça, c'est tout répondu. Super. Voilà. Merci. Une question de Hugo, peut-être qui va arriver. On peut revenir peut-être sur cette question du coup de l'intensité de l'exercice. Est-ce que réellement tu as dit, Aude, qu'il fallait se prémunir de tout exercice intense, ou les gens qui ont envie, ou au contraire, est-ce qu'il faut même pousser les gens à faire de ce qu'on appelle le training, tout en, bien sûr, on a compris l'importance de surveiller le niveau de fatigue. Il ne s'agit pas ici d'induire plus de fatigue, mais bien de soulager la fatigue. Donc, tu as présenté cette petite échelle de VA, il en existe d'autres d'échelle de fatigue, mais donc ce débat sur l'intensité de l'exercice, est-ce que c'est ce que tu as dit ou pas? Alors, oui et non. En fait, cette idée d'intensité, c'est surtout de se dire qu'il n'est pas nécessaire de faire plus ou beaucoup pour avoir déjà du bénéfice. Ça, c'est juste une information importante à prendre en compte par rapport à la littérature, mais évidemment, on va en faire en général un peu plus que ce que les personnes font, puisque les patients atteints de cancer sont en général
des personnes qui ont déjà une propension à être physiquement inactifs, puisque c'est un facteur de risque de cancer. Donc, on se retrouve avec une grosse partie de la population qui n'ont jamais fait d'activité physique, qui ne considèrent pas être capables de le faire. Mon message par rapport à cela, c'était surtout de se dire, de rassurer, notamment la plupart des patients qui ont un sentiment de compétence à faire de l'activité physique qui est souvent faible. Alors, je ne vais pas forcément aller jusqu'à dire qu'il y a de la kinésiophobie, sauf pour certains, notamment qui ont eu des chirurgies et qui vont avoir peur de bouger certains membres, notamment. Mais c'est surtout un sentiment de compétence qui est faible, voire même une culpabilisation. Alors, c'est juste que moi, je prends le parti de voilà, de pas forcément donner un message tout de suite de faire du sport, être dans l'intensité, etc. Même si on sait que sur le cancer du côlon, par exemple, l'intensité un peu plus élevée serait un peu plus bénéfique qu'une intensité plutôt modérée. Mais évidemment, on va aller vers la transpiration, un essoufflement, une activité physique importante. Mais comme le dit très bien Madame Gillet, l'évaluation justement va rassurer. Mais c'est juste sur l'information au départ. Moi, j'ai tendance à jamais parler de sport et très peu parler d'intensité élevée parce que, voilà, sentiment de compétence bas. Et, et du coup, ça peut bloquer le changement, voire même amener les personnes à se dire bah, je ne suis pas capable de faire une activité physique, je vais avoir plein de symptômes supplémentaires, je vais mourir. Enfin, il y a souvent des renversements de pensée des patients face à certains messages qui seraient peut-être trop dans faites de l'activité physique. C'est important pour vous, ça va vous aider dans votre quotidien et surtout si on dit que l'activité augmente la survie, ça peut amener des patients au contraire, se dire j'y arriverai jamais. Voilà, c'était un peu dans ce sens-là, mais aussi par rapport à certains témoignages que j'ai eus de collègues oncologues à Paris qui se retrouvent avec des patients démunis face à ces messages de promotion de l'activité physique, d'incitation de l'activité physique, où ils se disent bah, j'y arriverai jamais, je vais mourir. Quoi. Enfin, ça va assez loin parfois. Alors, Donc, voilà, je reprends. Sur l'intensité. Je polémique pas du tout, hein, mais on a une grosse expérience par le biais de la cardiologie dans tous ces gens chez qui tu essayes, entre guillemets, de vendre de l'activité physique et on se rend compte que souvent, ils se contentent du minimum. C'est vrai. On a un cadre aujourd'hui qui est certaines données, qui est faire 30 minutes d'une activité physique par jour ou 5 jours sur 7. C'est bien, c'est très bien. Mais là, dans le cadre du cancer, on a des patientes qui sont très demandeuses, qui sont très volontaires. C'est complètement différent de nos patients cardiaques. Je pense qu'on doit pouvoir les aider à faire des choses un petit peu plus importantes, d'autant qu'on est toujours, quand on fait un peu d'activité physique, je parle jamais de sport. Moi aussi, je fais un topo à ces dames maintenant, où j'insiste, comme je te l'ai dit, beaucoup sur la sédentarité, parce que je crois que c'est pas assez connu, c'est quand même 4 heures par jour en moyenne en France. Et diminuer de 30 minutes cette sédentarité, c'est presque aussi bien que d'aller faire 30 minutes d'activité physique. Au niveau des chiffres. Donc, je trouve que ça vaut le coup de se battre sur ça aussi. Mais dans le cadre de l'intensité, on a trop de patientes, enfin là, je parle du cancer du sein, donc trop de patientes qui ne veulent pas aller parce que, comme tu dis, elles ont peur. Mais on a la chance de pouvoir les surveiller pendant. On a la chance de pouvoir les rassurer pendant, de les guider. C'est le moment. Autant je suis contre dire à quelqu'un OK, faire une ordonnance, aller faire des trucs comme ça. Là, on a la possibilité de les entourer complètement et de leur montrer qu'effectivement, elles vont avoir un peu mal aux jambes. Mais c'est quoi d'avoir mal aux jambes? C'est normal. Elles vont transpirer, mais c'est normal. Et tout ça permet de resituer un petit peu le niveau de cette intensité. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a, je trouve que c'est, enfin, en tout cas, elle l'accepte beaucoup bien, alors que chez les cardiaques, c'est que les gens sportifs avant qui ont toute cette culture du sport, qui sont capables de faire du sport en réadaptation. Là, je parle de sport. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être à 80-85% pendant la réadaptation. Adaptation cardiaque, ça a beaucoup changé aussi.
on a été très, très sous-entraînement pendant de nombreuses années par précaution. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut aller dans la haute intensité, qu'on peut faire de l'intervalle training avec des hauts niveaux, etc., sans avoir de risque majeur. Mais ça a pris des années. Mais c'est pour ça que je disais ça. Mais Oh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Je pense que le message vient justement après, quand la personne s'est mise à l'activité physique, et lui faire comprendre que si elle reste sur les recommandations, on va être sur du maintien de l'activité, maintien de la condition physique, mais si on veut un bénéfice, il faudra aller un peu plus loin, c'est sûr. juste une dernière question avant que je vois qu'il y a des questions qui sont, et je pense que Guillaume va les reprendre. Est-ce qu'on est d'accord sur le moment? Parce que nous, on a eu quelques patientes en chimiothérapie, très compliquées. On n'est pas vraiment assez soutenant pour ça. Et est-ce que tu es d'accord pour le moment après la fin du traitement? Alors, Radiothérapie, en gros. je dirais Ou que pendant la radiothérapie. il faudrait que ce soit au choix du patient, parce que en fait, ça va être vraiment très individu dépendant. Nous, on l'a vu sur notre programme de recherche, où on proposait l'activité physique dès le début de la chimiothérapie, c'est-à-dire le premier jour de la chimiothérapie, on les intégrait dans le programme et on faisait des tests, et elles faisaient donc 2 à 3 séances par semaine pendant la chimio, puis après la chimio. Et c'était très dépendant de chaque personne et de sa motivation. Oui, d'accord. Mais à mon sens, il faut le proposer le plus tôt possible, donner la possibilité à la personne de faire pendant les traitements, mais ne pas lui laisser enfin, ne pas non plus lui dire que c'est trop tard après, hein, au contraire. Mais voilà, nous, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on faisait la semaine de récupération, la semaine de cure de chimio. Donc, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines, il y avait la chimiothérapie. Donc, la personne n'était pas amenée à forcément venir. Elle avait la possibilité de venir à l'activité physique, mais ce n'était pas une obligation, entre guillemets. Ce n'était pas dans les actions prescrites. Pour justement lui laisser le temps de récupérer de la cure de chimiothérapie. Nous, on fait pendant la radiothérapie et après. Ouais. Ouais. Bah là, la radiothérapie, c'est encore autre chose parce qu'on est sur 4 à 5 fois par semaine. Voilà, avec grosse Elles vont en fatigue. radiothérapie et après, elles traversent la rue et elles viennent chez nous. Voilà, ça c'est parfait. En fait, on s'est rendu compte que justement les déplacements et le fait de venir en plus pour l'activité physique pouvait être un frein. Ouais. Donc, tant qu'on fait venir au moment des traitements ou des rendez-vous, c'est vraiment intéressant. Ok, super. Alors, je crois qu'il y avait des questions. Je vais laisser Séverine, donc l'organisatrice de cette conférence, passer la parole aux personnes qui avaient posé les questions, et en particulier, je crois qu'il y a Alban. Ben non. Alors, je crois qu'il y a là. Alors, sinon, il y avait une autre question de Yann, cette fois, qui est une vraie question, Yann Lemat. M'a-t-il texté. Donc, si tu n'arrives pas à donner la parole à Alban, est-ce que tu peux essayer de la donner pour l'instant à Yann en attendant? Je pense que moi, vous allez m'entendre. Oui, nous on t'entend. Ouais. On effet, essaiera tout à l'heure, Alban, ou alors si vous pouvez me l'écrire, votre question dans le chat. Moi, je ne la vois pas, je suis désolé. C'est bon, je ne sais pas faire. Mais vas-y, Yann. Alors, j'avais une question par rapport au retour de Madame Gillet, mais également, je pense que les 2 autres interlocuteurs pourront certainement répondre. Par rapport à donc Madame Gillet, vous avez dit que vous aviez été rassurée par la phase de test et par ce programme de 6 semaines. Et je voulais savoir dans quel sens vous avez été rassurée. Juste si ça a été justement par les tests, qui le médecin vous a dit, ben, ok, vous avez les capacités de faire de l'activité physique, ou si c'est le fait d'avoir été suivi pendant 6 semaines qui vous a rassuré, enfin, d'en savoir un peu plus par rapport à ça. C'est le fait de faire de l'activité physique avec un cardiologue. On parlait tout à l'heure de peur de mourir, donc là au moins on a un cardiologue sous la main. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce qu'on peut lui redonner la parole, Séverine, s'il te plaît? Alors là, c'est donc je crois que tu as dû tromper, je pense, le bouton.
plus simple dans un amphi de passer les On m'entend ou pas? questions. Oui, ça y est, c'est Ça bon. y est? Oui. C'est bon? Alors, pour vous répondre, il faut comprendre que quand donc on a le diagnostic du cancer, on se sent malade, quoi. On se sent malade, même bien que moi, bon, voilà, ça a été pris à temps et qu'avec la chirurgie, on peut penser qu'après, voilà, on va passer à autre chose. Et ben dans la tête, on est quand même malade, affaibli. Voilà, les quelques mois après la chirurgie, c'est quand même très, je trouve, très déprimant. Et bon, en plus, moi, j'étais pas une très grande sportive avant, mais bon, je faisais un peu de yoga et j'essayais quand même d'introduire de l'activité physique chaque jour, hein, puisque j'ai un métier sédentaire, mais j'allais au travail en bus et après je marchais. Enfin voilà, j'essayais d'introduire ça chaque jour, de marcher. Mais par contre, j'avais pas fait d'efforts physiques très intenses depuis un certain temps. Et le fait d'avoir passé ce bilan à l'entrée, a confirmé quand même que ben, je m'en sortais bien et m'a fait prendre conscience que finalement, malgré la maladie, j'avais encore du potentiel physique et que j'étais pas à l'article de la mort, quoi. Voilà. Parce qu'il faut quand même un peu se remettre dans ce contexte de maladie et que mon corps, il fonctionnait bien. Donc, ça a été très important, voilà, ce bilan à l'entrée. Et à la fin, ben, c'est aussi de voir comment on a progressé, hein, parce que moi, voilà, j'ai progressé sur la souplesse, sur l'endurance. On a quand même mouillé le maillot, hein, sur les activités, mais on est allé un peu au bout, voilà. Enfin, on est allé dans l'effort, mais pas en souffrant, parce que finalement, enfin, comme c'est en groupe aussi, on se soutient. Souvent, il y a une bonne ambiance. Enfin, et finalement, on se dit oui, qu'on a encore du potentiel et que enfin, je trouve que c'est très rassurant de voir que physiquement, son corps, il peut aller encore, il fonctionne bien. Et d'ailleurs, moi, enfin, je marche avec des amis qui sont très étonnés de voir que je suis pas beaucoup essoufflée, que finalement, elles sont pas malades et elles ont des fois moins d'aptitude physique que quelqu'un qui, justement, a été malade et après continue à faire du sport, quoi. C'est, disons que ça aide à. Si je vous entends bien, l'évaluation, que ce soit l'évaluation initiale puis l'évaluation post-programme qui vous a permis de quantifier vos progrès, a été quelque chose d'important. Oui, oui. Enfin, encore plus, je pense, au démarrage, ça c'est sûr, parce que moi, je me sentais vraiment malade, quoi, hein. Et après, bien sûr, quand on voit qu'au bout de 6 semaines, on peut faire du vélo enfin, de manière importante, marcher de manière très rapide. Enfin, oui, on progresse. Moi, j'ai vraiment progressé. Mais je pense que quand même, le départ est important pour justement aller au bout, se dire que ben, on a l'aptitude, donc les aptitudes, il faut y aller, quoi. Il faut se lancer, quoi. Euh, on est, on n'est pas guéri, mais pourtant, juste après la radiothérapie, quand même, hein, je veux dire, c'est quand même assez fatigant, contraignant, et justement, on passe à autre chose. Je pense que ça aide à passer à autre chose. Voilà. On a fini les soins, et là, eh ben, on va vers quelque chose qui va nous aider à la guérison, hein. Je pense que psychologiquement, c'est important aussi de pousser au niveau physique pour pouvoir continuer à garder confiance dans son corps. Voilà, c'est Quand important. j'ai dit tout à l'heure que le fait que l'évaluation ait lieu dans un cabinet de cardiologie, Jean-Michel j'ai vu qu'il faisait nom de la tête, donc c'était important pour vous ou ça aurait été n'importe quel médecin ou même n'importe quel type d'évaluation ou ça vous aurait rassuré de la même façon? Non, parce que là, on est vraiment, enfin, je veux dire, des tests physiques, donc on a tout de suite, on vérifie tout de suite où c'est qu'on en est, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, de voir jusqu'où on peut aller. Moi, j'avais jamais passé ce genre de test. D'ailleurs, quand je suis venue pour la première fois voir le docteur, je ne savais même pas ce que j'allais passer comme test, hein. J'étais un peu d'ailleurs surprise que je monte sur le vélo et en avant, mais
Je vous interromps juste, madame, pour préciser à tout le monde ce qu'on fait. On fait un test d'effort banal et une échographie aussi cardiaque pour des raisons, parce que de temps en temps, on trouve un petit épanchement péricardique, de temps en temps, on peut trouver des valvulopathies qui ne sont pas forcément connues, donc des atteintes d'une valve cardiaque. Et le test d'effort, il est vraiment là pour avoir une sensation, enfin, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trouble du rythme. Par exemple, quelqu'un qui a eu une chimiothérapie, qui a eu des radiothérapies, on ne l'a pas eu fait tout le temps et je l'ai mis en place à nouveau depuis un certain nombre d'années. Et avant, on ne faisait des tests d'effort qu'à des patients qui avaient des facteurs de risque. Et puis après, l'évaluation, elle est musculaire, elle est psychologique, et l'évaluation de sortie n'est que d'ailleurs musculaire, souplesse, endurance sur tapis, mais je ne refais pas un test d'effort de sortie parce que c'est pas nécessaire comme chez un cardiaque. Parce que ces patientes, pour moi, peuvent aller dans leur fréquence cardiaque, j'ai pas à leur donner des limites de fréquence cardiaque. Elles peuvent reprendre une activité physique la plus normale possible. Oui. Oui, c'est sûr. Après, on sent qu'on voilà, on peut retourner vers des activités tout à fait avec des gens qui n'ont pas eu ce problème de pathologie, hein, c'est sûr. Merci beaucoup pour la réponse et bravo d'ailleurs pour d'avoir repris autant d'activité physique. Je trouve ça vraiment bien. Je me permets juste de rebondir parce que tout à l'heure, Madame Gillet, vous aviez également dit que vous aviez continué après à faire Oui. donc la marche nordique. Vous avez fait Oui. également du yoga et vous faites également du renforcement musculaire, si j'ai bien compris. Un petit peu. Enfin, tout ça, Un petit- c'est chez moi pour l'instant, hein, donc. Voilà, donc vous faites ça chez vous par le biais de vidéos internet ou Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que voilà, avec le confinement complet, D'accord. il y a eu, par le centre social, il y avait des visioconférences, donc moi je m'en suis servie. Par l'hôpital, on avait des cours de yoga et la prof de yoga aussi s'est mise à faire des cours par visioconférence. Voilà, puis le vélo d'appartement, c'est chez moi, quoi. Après, ce qui me manque, c'est voilà, c'est la marche avec les amis, quoi. Pouvoir faire de l'extérieur et pouvoir faire de la marche nordique aussi. Mais bon, j'ai un parc qui n'est pas très loin. Donc, et après, je pense qu'on a. Enfin, je crois que c'est enfin, pour tous les sportifs. Enfin, bon, je ne suis pas une sportive, mais je pense qu'après, quand on a mis ça dans sa vie quotidienne, on en a besoin. Voilà, on ne se pose plus vraiment de questions, quoi. Ça fait partie d'un besoin. Voilà. Donc après, si on ne le fait pas pendant 2-3 jours, on sent qu'il faut qu'on s'y remette, quoi. Après, c'est acquis. Enfin, c'est acquis. Je pense que, bien sûr, il y a une certaine vigilance, mais quand on sait le bénéfice qu'on va en retirer, et puis même en étant pas malade, quoi. Je veux dire, j'essaye d'entraîner mon conjoint pour aller marcher parce que bon, comme vous le dites, c'est pas que pour les gens qui ont eu un cancer que le sport c'est bénéfique, hein, c'est certain ça. Hein. Enfin, ça, moi j'en ai pris. Extrêmement important ce que vous dites là, le fait de se dire oui au début peut-être il faut se forcer un petit peu et après on en ressent le besoin, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je vais devoir toute ma vie me forcer à faire de l'exercice. Non, après derrière ça peut devenir pas chez 100% des gens, hein, Marie pourra peut-être compléter ou le dire mieux que moi, mais ça va devenir un vrai besoin, donc on n'aura pas à se forcer toute sa vie à faire de l'exercice. Oui, enfin, il y a aussi du plaisir hein, dans le sport, enfin, surtout quand il est en extérieur, voilà, à la campagne. Enfin, il y a quand même. Moi, je trouve pas que ça soit vraiment une contrainte. C'est plus une contrainte des fois de rester assis longtemps au bureau. Voilà, je pense qu'il faut voir aussi dans l'autre sens que c'est aussi un plaisir, hein, je veux dire. Puis, on se sent détendu, quoi. Enfin, je pense qu'après un effort physique, on se sent bien. Voilà, c'est aussi cette idée qu'après, même si ça peut être dur sur le coup, après, on se sent bien, quoi. On dort mieux. Enfin, moi, j'ai jamais pris de médicaments pour dormir. Voilà, je trouve que et puis ça agit aussi sur les douleurs. Parce que moi en ayant enfin, un traitement en hormonothérapie, je trouve que ça m'a aidé aussi sur les douleurs. Ouais. Super, merci. Alors j'ai des Merci questions beaucoup là, qui arrivent pour ce retour.
chat, donc on va les poser. Donc, une question pour Aude-Marie. Est-ce que les lésions osseuses lithiques forment des contre-indications également aux activités douces sans impact du type aquatique? Et ensuite, deuxième question, former les médecins et les équipes soignantes à l'APA, serait-il envisageable d'intégrer une sensibilisation nationale à cette thématique, par exemple au sein des universités de médecine, si ce n'est pas déjà fait? Alors, pour la première question, alors tout dépend de la personne qui va encadrer, de connaissance de la localisation de la métastase lithique et également de sa connaissance de la mise en œuvre de l'activité aquatique sans risque. Sachant que tout de même, il y a toujours des risques, notamment dans une piscine, sur des glissades ou des choses que l'on ne pourra pas malheureusement gérer. Et je pense que ça reste tout de même quelque chose d'assez dangereux. Parce que même si on est dans l'eau, il y a toujours un moment donné où il peut y avoir des risques de choc. Donc, tout dépend de la personne, tout dépend de la métastase, tout dépend surtout de ce que va dire le médecin. Là, dans ce cas-là, c'est pas à nous de choisir, ni aux patients, malheureusement, à ce moment-là. Ça va être au médecin de dire si oui ou non il y a contre-indication, suivant la localisation de la métastase et son aspect lithique ou non. Donc, c'est difficile de dire oui ou non, là, clairement. Voilà. Et puis pour la deuxième question sur la formation des médecins, alors il est prévu des formations DPC. Alors les DPC, c'est développement. Alors attends, Jean-Michel, aide-moi, parce que je ne sais jamais. Développement personnel. Non, c'est les formations obligatoires. Professionnelle continue, formation Voilà. professionnelle continue. C'est ça. Donc, c'est la formation qui est obligatoire pour les médecins en continu. Et donc, il y a des DPC sur l'activité physique et la prescription d'activité physique. Mais encore faut-il que le médecin choisisse cette thématique-là. Des conférences nationales, alors il y en a une qui devait avoir lieu, mais elle a été elle a été repoussée en mars. Et dans les facs de médecine, alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a une convention entre les facs de sport et donc les STAPS et les facs de médecine, donc pour justement faire un peu plus de partenariat. Et dans ce cadre-là, il y a certaines formations qui se sont mises en œuvre. Mais alors, de notre expérience à la fac, donc l'université Sorbonne Paris Nord, ex-Paris 13, on avait mis en place des cours parce que c'est une fac de médecine dans laquelle il y a un STAPS et il y avait très peu d'internes de médecine qui s'inscrivaient sur ces cours, sachant que c'était encore à une époque où ce n'était pas encore très démocratisé. Donc peut-être que ça va se développer. En tout cas, maintenant, dans les concours de médecine, il y a au moins une ou deux questions sur l'activité physique, il me semble, qui sont obligatoires. Donc c'est déjà une bonne avancée. Mais il y a encore un grand chemin à faire sur la formation des médecins et des professionnels du soin. Depuis quelques années, il y a un vrai changement qu'on voit apparaître effectivement dans les facs de médecine ou à Saint-Étienne. Alors j'imagine que ce n'est pas seulement à Saint-Étienne. Il y a eu il y a 3 ou 4 ans la création de ce qu'ils appellent un service sanitaire pour les étudiants de 2 ou 3e année, Oui. avec part de la formation qui est liée à l'activité physique où on nous demande d'intervenir. Et avec, voilà, c'est pas du saupoudrage avec 2 heures pour faire semblant de parler d'activité physique. Il y a une vraie, je pense pas que Pascal Édouard, le docteur Pascal Édouard soit parmi nous ce soir. C'est lui qui est responsable de ça à la faculté de médecine de Saint-Étienne. Mais il y a quand même du changement. On aimerait que ça aille plus vite, mais ça va quand même dans le bon sens. En tant que j'ai la parole, je la garde puisque j'ai d'autres questions du coup. Une pour Jean-Michel. Avez-vous testé des techniques de conscience du corps, body scan, cohérence cardiaque lors des séances d'APA ou grâce à la sophrologue? Si vous avez eu des retours quant aux bénéfices? La cohérence cardiaque, ça fait partie du travail de notre sophrologue. On le fait en cardio, mais on le fait également avec nos patients. Moi, je ne fais pas grand-chose. En fait, je fais le bilan d'évaluation du départ, et après, c'est toute l'équipe qui prend les APA, la diète, la sophro, la psycho. On peut expliquer ce que c'est peut-être? Pardon? On peut expliquer ce que c'est peut-être la cohérence cardiaque? Ouais. Donc, je ne sais pas si. Donc, c'est d'arriver à petit comment je vais l'expliquer, à petit adapter sa respiration à sa fréquence cardiaque. C'est baisser sa fréquence cardiaque grâce à l'aspect respiratoire, expiratoire et inspiratoire. C'est prendre conscience un petit peu de cette
capacité que l'on a aussi à modifier sa fréquence cardiaque grâce au relâchement et à la respiration. Voilà. Donc, on essaye d'entraîner petit à petit nos patients, surtout cardiaques, à ça, dans le cadre de la gestion du stress. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais par contre, je n'ai pas de retour exact de ça. Voilà. Si je peux me permettre, sur la cohérence cardiaque, il y a une thèse qui s'est terminée en 2020 de Claire Fournier, qui est disponible sur Internet, qui a fait sa thèse sur la cohérence cardiaque et le cancer avec l'activité physique à l'île de la Réunion. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de la lire, mais il me semble que vous aurez des données scientifiques sur l'effet et la mise en œuvre. Merci. Une autre question pour Jean-Michel. Je pense que l'une des forces de cette plateforme de réadaptation est la prise en charge disciplinaire. Étant étudiant ostéopathe, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un impact, que ce soit pendant cette phase passerelle ou bien même après cette intervention de 6 semaines? Je sais pas trop. Alors, franchement, on a eu une kiné qui s'est beaucoup occupée, qui s'est beaucoup occupée et qui avait une formation très particulière sur la prise en charge. Elle n'est plus avec nous parce qu'elle est partie dans le privé et elle n'est plus avec nous. Mais ce qu'elle apportait au niveau des patientes était aussi très intéressant, entre autres sur l'autodrainage, sur des choses intéressantes au niveau du bras. Alors, je ne sais pas si je suis pas suffisamment compétent pour vous dire si l'ostéo serait intéressant pour ça. Je laisse répondre peut-être Aude qui a plus d'éléments. Mais en tout cas, le travail de la kiné, qui était une kiné formée pour ça, enfin, je pense que parmi les kinés qui sont là ce soir, il y en a d'autres qui ont sûrement ces formations. Il y a sûrement des choses très intéressantes à faire, surtout quand il y a eu des greffes transdorsales, mais quand il y a eu aussi un problème de lymphœdème, quand il y a eu des choses comme ça, ça me paraît très important. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cela. Mais le kiné est vraiment très important dans cette prise. Je rajouterais juste une chose, là aussi, le lymphœdème, c'était une contre-indication à l'activité physique il y a quelques années. Oui. Et on s'est aperçu que c'était totalement ridicule. Et qu'au contraire, ça pouvait améliorer les choses. Donc, vous voyez, on a sûrement encore des tas de progrès à faire dans les années qui viennent. Oui. Il y a des super études, c'est Mackenzie au Canada, hein. Ils ont justement testé l'effet d'activité assez intense au niveau musculaire, au niveau des membres supérieurs, donc par le biais de Dragon Boat notamment, donc renforcement musculaire d'abord, puis faire du Dragon Boat, donc c'est du bateau, ça ressemble à du kayak, mais en collectif, au niveau du mouvement, hein, le kayak. Et ils ont bien vérifié que le volume du bras, finalement, avait effectivement augmenté, mais ce n'était pas de la lymphe, donc ce n'était pas un lymphœdème, mais plutôt une prise de masse musculaire, ce qui montre vraiment qu'il n'y a aucun effet. Et il y aurait même un effet de drainage lymphatique naturel par le biais du mouvement, notamment en marche nordique, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment, tu as complètement raison, Jean-Michel. Moi, sur les premières années, les médecins ne voulaient pas nous indiquer les patientes atteintes de cancer du sein à cause de ce risque de lymphœdème. Alors, il y a une question, je ne suis pas sûr de la comprendre totalement, je vous la lis. Avez-vous connaissance d'un ouvrage qui traite de la forme d'opposition, entre guillemets, consistant à la lutte contre la fatigue résultante de la maladie, donc la fatigue chronique, par l'acceptation d'une surfatigue résultante de la supplémentation? Donc, est-ce que le fait d'accepter de se fatiguer, de se surfatiguer, je la comprends comme aller assez loin dans l'effort, permet d'améliorer la fatigue chronique? Franchement, dans la surfatigue, il me semble qu'il y a un expert, c'est toi. Je ne sais pas si je suis un expert, mais en tout cas, ça rejoint un petit peu la discussion que vous avez eue tout à l'heure sur l'intensité d'exercice. Et en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Est-ce que le fait de se surfatiguer, d'aller un petit peu plus loin que l'intensité modérée est risqué ou au contraire peut être bénéfique? J'ai envie de dire, ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, si les gens ont envie d'aller là-dedans, il faut surtout pas les empêcher de le faire. Évidemment, toujours en contrôlant à chaque séance que la fatigue n'empire pas, qu'elle ne fait que s'améliorer.
S'ils n'ont pas envie, peut-être pas effectivement les forcer, même si on sait que l'intensité de l'exercice, c'est quand même, et tu l'as dit, Jean-Michel, c'est quand même quelque chose d'important pour améliorer ses capacités physiques, ses capacités fonctionnelles. Et puis, il faut quand même aussi garder à l'esprit, mais ça, Aude-Marie en a parlé dans sa présentation, il y a une partie quand même des patients qui sont malgré tout intolérants, enfin, au moins de façon peut-être temporaire, mais au moins intolérants à l'exercice physique et qui peuvent faire ce qu'on appelle des malaises post-exercice, donc des sentiments de grande fatigue après avoir fait de l'exercice. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir repérer et respecter. Et voilà, donc tout est une question de dose, ou en tout cas, si on insiste un peu l'exercice, là, il faut pour le coup faire des exercices vraiment très, très, très légers, des séances très courtes. Et on parlait des 30 minutes par jour ou 5 fois par semaine. On a alors c'est plus large que dans le cadre du cancer, mais des données qui montrent que même si on ne fait que 10 minutes par jour, c'est déjà mieux que de ne rien faire du tout. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut bien garder à l'esprit. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à la question, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris un petit peu. En tout cas, dans les travaux et dans ce qu'on a pu faire sur l'AFSOS, sur le référentiel fatigue et cancer, en fouillant la littérature, il ne me semble pas avoir vu d'études sur la surfatigue pour lutter contre la fatigue cancéro-induite, mais à voir, à fouiller encore peut-être. Si c'est la surfatigue dans le sens où il insister pour faire des séances comme on pourrait faire chez un athlète. Un athlète, on va faire des séances rapprochées, intenses, on va le surfatiguer, puis derrière, on va prendre plusieurs jours de repos pour ce qu'on appelle surcompenser. Moi, je pense pas qu'on en soit là encore avec les patients. Peut-être ça pourrait être une stratégie qui fonctionne, mais je crois pas effectivement qu'il y ait littérature là-dessus. Ce serait, je pense, quand même, un peu risqué de faire ce type d'intervention. Bah, la seule littérature pour l'instant, c'est sur de la cohorte et c'est dire que si on dépasse 20 mètres par semaine, il risquerait d'y avoir un effet plutôt délétère et d'augmentation de la fatigue, justement. D'où le fait de ne pas aller forcément dans une intensité et un volume trop important et de rester dans une intensité modérée à élevée, mais sans trop dépasser. Mais ça, c'est sur certaines études sur le cancer du sein. C'est dans la méta-analyse de Marion Carayol, si ça vous intéresse. J'ai une question qui m'avait échappé. Je suis étudiant, c'est plutôt pour toi, je pense, Aude-Marie. Je suis étudiant en STAPS à passe. À savoir s'il y a des ouvrages pour le métier d'éducateur, je pense, éducateur à pas, d'enseignant à pas plutôt. D'enseignant n'a pas. Des ouvrages, actuellement, vous avez les ouvrages de la CSM, c'est l'American, je vais dire une bêtise. College. Voilà, American College of Medicine. Sports Medicine. Ouais, voilà, Sports Medicine, merci. Voilà, vous avez celui-ci. Il y a un ouvrage canadien, Guillaume, tu sauras mieux me dire aussi, nous dire qui est sorti dernièrement. La Société de physiologie canadienne, effectivement. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, vous avez le livre de prescription d'activité physique il me semble, c'est Olivier Coste. Et je ne sais plus le deuxième auteur. Et ensuite, l'INSERM, hein, vraiment, l'expertise de l'INSERM est une source incroyable d'éléments pour pouvoir se baser sur l'evidence-based medicine en tant qu'enseignant en APA, et également sur des recommandations de mise en œuvre et de prise en charge. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur ordonnance d'activité physique qui vient de sortir, qu'on a écrit selon justement les données de l'evidence-based medicine, qui vont un peu plus loin que les pathologies qui sont développées dans le rapport de l'INSERM. Voilà. Très bien, je crois que nous sommes arrivés au bout des questions. En tout cas, je n'en vois plus. Ça fait déjà 2 heures qu'on y est, donc je pense que c'est bien pour une conférence. On commence à avoir faim tous, en tout cas c'est mon cas. Donc il me reste qu'à vous remercier encore à tout le monde d'être présent, à Séverine pour l'organisation, et puis évidemment à Madame Gillet pour son intervention et Jean-Michel Aude-Marie. Ça va sans dire. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour la prochaine conférence active dont on n'a toujours pas déterminé le thème, mais ça va venir vite. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.